tous et bienvenue à toutes pour cette conférence, ce webinaire offert durant justement cette période transitoire entre 2 années. La thématique, la résilience en 2023, comment aborder les différentes sources de stress justement. On a passé les 2 dernières années avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de changements. J'entends souvent parler d'un monde qui ne sera plus comme avant, on espère retrouver nos marques, mais il y a une phrase qui dit les personnes qui survivront ne sont pas les plus fortes ou les plus intelligentes, mais les personnes qui arrivent à s'adapter. Et on va voir comment justement on peut s'adapter à ce stress. Mais avant de commencer à vous donner de la matière, j'aimerais savoir, j'aimerais que vous vous posiez la question de votre objectif principal cette année. Si vous deviez voir les 12 prochains mois comme une véritable quête, on ne va pas parler de résolution, on ne va pas parler d'objectif, mais une quête. Vous connaissez bien, si vous êtes coach, eh bien, vous avez une communauté, vous avez éventuellement des équipes, vous avez des coachs des coachés, pardon, qui sont en différents niveaux de leur santé, de leur progression. Et donc, vous avez probablement un objectif vraiment très concret. Quand on a 20 ans, on a plein de rêves, mais peu d'objectifs éventuellement. Ici, lorsque vous avez une certaine connaissance de votre santé, de vos défis, de vos faiblesses, quel serait selon vous, en 2023, l'élément sur lequel vous aimeriez travailler en particulier? Alors, je mets ça dans un contexte bien précis qui est la journée ou la quête du héros ou de l'héroïne dans ce cas-ci, qui est une analyse, je dirais, de tous les défis que nous vivons en tant qu'être humain par Joseph Campbell, qui a d'ailleurs basé cette analyse sur l'histoire, mais également finalement sur la trame des histoires qui nous parlent le plus. Tous les blockbusters des movies américains se basent justement sur cette roue, sur ce voyage où vous avez toujours un héros qui est dans son monde, il ne voit pas le problème. Et puis, il y a un événement qui se passe et il se rend compte de quelque chose. C'est un peu comme s'il avait un appel. Et là, au départ, il va le refuser. Il va hésiter à vouloir changer. Peut-être que vous êtes à ce niveau-là aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des éléments dans votre vie professionnelle, personnelle, émotionnelle, amoureuse qui doivent changer et vous hésitez. Ou alors vous êtes déjà plus loin, vous avez rencontré la personne qui va vous aider justement à passer ce cap, à non pas mettre un sparadrap sur une jambe de bois, mais vraiment avoir de nouveaux outils pour grandir et pour passer une étape. Quand on est à l'université, à l'école, on passe des étapes grâce aux examens. Dans la vie, ça ne se fait pas en juin ou en septembre, ça se fait à tout moment. Mais le mois de janvier est probablement un excellent moment pour justement vérifier si on est encore dans l'hésitation ou si on est prêt à démarrer. Et puis, il y a effectivement le passage du seuil à l'aventure, engagement au changement. Et puis, il y a toute une série d'étapes, il y en a 12 exactement, qui vont permettre justement de passer une étape, de passer un cap. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, rapidement, j'ai une première maîtrise en éducation physique en Belgique et une maîtrise en sciences de la santé et du sport en nutrition en Australie en 2000. Donc, ça fait 22 ans que je suis dans le métier. J'ai plusieurs certifications, dont une en coaching holistique de l'Institut Tchèque aux États-Unis, qui a vraiment été un déclic pour moi entre les connaissances universitaires, la recherche et la pratique et l'approche globale, même si j'ai été éduqué dans je dirais dans cet état d'esprit, puisque mon père était aussi bien kinésithérapeute, ostéopathe que également acupuncteur, ou en tout cas avec des notions en médecine chinoise et en homéopathie. Et donc, depuis 22 ans, je suis impliqué dans les recherches et les certifications, que ce soit dans le mouvement fonctionnel, la récupération active, la physionutrition, beaucoup de testing ADN ces dernières années, la gestion du stress, des émotions, etc. Mais alors, quelles sont mes compétences en justement résilience et en gestion du stress? Eh bien, juste pour une petite parenthèse, parce que peu de personnes le savent, mais en 2011, j'avais un score de plus de 600 points sur l'échelle de stress. Alors, quand on regarde un peu l'échelle de stress, eh bien, on se rend compte que lorsqu'on a moins de 50 points, les auteurs Holmes et Rae estiment que vous avez une vie monotone. De 50 à 100 points,
vous avez une stimulation psycho-émotionnelle qui est dans la norme. De 100 à 150 points, attention, la pression monte, mais on parle de stress sur un an. Donc, je partagerai avec vous cette échelle de stress plus tard dans la présentation, mais vous devez évaluer alors votre stress durant la dernière année. Donc là, lorsque vous avez plus de 100 points et moins de 150 points, vous devez avoir des activités soupapes saines idéalement et au pire des soupapes moins saines. De 150 à 200 points, vous avez un risque de maladie majoré de 37% et il est recommandé de consulter un spécialiste spécialisé dans la problématique que vous vivez. Et de 200 à 300 points, il y a un risque de pathologie majoré de 50%. Il est urgent de consulter un spécialiste. Et je vous l'ai dit il y a quelques minutes, en 2011, j'avais 600 points. Je n'ai pas contracté de maladie. Ça a duré pendant au moins, donc ça avait commencé en 2007, un stress relativement élevé où j'étais probablement autour des 200 à 300 points. Ça a eu un pic en 2011 et ça a duré jusqu'en 2018. Donc j'ai eu pratiquement 12 années de stress intense. Pour vous donner un petit aperçu, en 2011, je sortais d'une faillite en 2010 et puis nous attendions notre deuxième enfant en septembre 2010. Mon papa est décédé à l'âge de 60 ans, hein, une semaine après son anniversaire, alors que mon épouse était enceinte de notre deuxième enfant. En 2 mois plus tard, exactement, maman est décédée à l'âge de 60 ans. C'est curieux parce qu'ils sont nés à 1 mois d'écart, en 1950, en août pour mon papa et en septembre pour ma maman. Et ils sont décédés 60 ans plus tard, à 2 mois d'écart, en septembre pour mon papa et en novembre pour ma maman. Ma maman qui est décédée 2 jours après la naissance de notre fille. Et notre fille est partie elle aussi 2 mois plus tard. Elle avait à peine 2 mois. Elle a vécu ce qu'on appelle une mort subite du nourrisson dans son sommeil. Elle était dans mes bras. Et donc, ça a été quelque chose d'extrêmement intense. Donc, en termes de stress, je sais ce que c'est. Après, mon épouse a fait une dépression. Moi, j'étais entre les deux, mais je devais continuer à travailler. J'étais indépendant. Ça a été extrêmement intense. Je n'ai jamais pu faire le deuil de mes parents, surtout que je n'ai pas été non plus soutenu moi-même par mes familles, puisque j'avais une partie de ma famille qui était dans le deuil de leur fille ou de leur sœur, puisque j'avais encore mes grands-pères à l'époque, et l'autre côté faisait le deuil de mon père, de leur fils ou de leur frère. Et donc, je me suis vraiment senti très, très seul. Et ce sont mes connaissances et mes compétences en termes de santé qui m'ont permis de tenir la barre, de ne pas tomber malade, de ne pas tomber dans les addictions ou dans les soupapes. On parle ici de soupapes saines. C'est la seule fois où j'ai fumé de ma vie pendant 6 mois. Je me levais, il me fallait ma cigarette pour pouvoir gérer le stress et les émotions et les événements que je vivais. Et puis après 6 mois, je me suis dit non, c'est pas moi. Et du jour au lendemain, je me suis arrêté. J'avais choisi du tabac qui était de qualité, donc ça a été plus facile évidemment à lâcher prise. Mais voilà, il y a eu 12 années au total avec ce pic en 2011, fin 2010, début 2011, puisque notre petite est partie en début janvier 2011. Avec finalement eh bien, des ressources personnelles, une cohésion avec mon épouse, un petit bonhomme qui était notre aîné, qui était notre soleil, et quelques personnes dans notre entourage, peu d'amis, puisque quand vous faites faillite et vous avez des problèmes financiers, eh bien, vous perdez beaucoup d'amis. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'amis, mais il y avait quelques personnes dans notre entourage qui nous ont permis justement de passer à travers tout cela. Et on a consulté quelques spécialistes, mais jamais de psychologues ou de personnes à ce niveau-là, plutôt un travail au niveau énergétique. Donc, ce que je voudrais ici pointer, c'est effectivement cet élément-ci que vous allez peut-être rencontrer cette année-ci. Si vous avez une quête qui va vous bouleverser, une quête qui va vraiment vous permettre de passer une étape, eh bien, vous allez avoir des épreuves et dans ces épreuves, vous allez rencontrer des alliés et des ennemis. Ça va être finalement un défi à un moment ou à un autre.
Et donc, ces épreuves vont créer du stress et c'est le principe et la thématique de ce webinaire ce soir, c'est de pouvoir comprendre ce stress, non pas comme un ennemi. Hein. Vous pouvez avoir ici effectivement des alliés, des ennemis, et vous pouvez tourner le stress, certains types de stress, comme de véritables alliés et pas comme des ennemis. Donc, petit rappel rapide, même si je sais que certains d'entre vous connaissent déjà les bases de la neuroscience et un peu comment notre physiologie fonctionne, mais vous avez à la base de votre fonctionnement biologique le cerveau reptilien qui fonctionne sur le on-off. Soit vous avez votre cerveau reptilien qui est hyperactif et qui est plutôt dans la fuite et le combat, hein, dans la réaction face à un stress ou lorsque vous allez, je dirais, à la chasse, hein, si on parle un petit peu de nos ancêtres et notre biologie ancestrale, eh bien là, notre première réaction, c'est vraiment notre survie. Votre cerveau n'a pas du tout besoin de savoir si vous avez un quotient intellectuel élevé, un quotient émotionnel élevé, si vous avez des tablettes de chocolat, tout ça, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est que le cœur fonctionne et que les poumons fonctionnent. Donc ça, c'est votre noyau de survie. Et puis, on a en rose cette partie que l'on partage avec les mammifères. Hein, les mammifères vivent en groupe, les reptiles ne le font pas. Donc c'est très important, et on le verra plus tard, pour l'être humain, d'avoir des sensations de sécurité, des personnes avec lesquelles on se sent vraiment en sécurité. C'est également là où on va analyser la mémoire. Hein. Les reptiles n'ont pas de mémoire, les mammifères en ont. Ce sont également des centres liés à nos émotions. Et on doit effectivement pouvoir nourrir cette partie-là aussi. Et puis, on a ce qui nous différencie des reptiles et des mammifères, c'est notre cortex cérébral qui a la capacité d'anticiper les choses et de se dire, OK, je ne suis pas heureux aujourd'hui, mais je vais faire des efforts aujourd'hui pour améliorer ma qualité de vie. Et ça, c'est notre cortex cérébral qui nous le permet. Mais à l'inverse, c'est aussi un danger parce qu'on peut aussi anticiper des sources de stress qui n'existent pas, qui n'arriveront jamais et qui peuvent à ce moment-là être traduites sous forme de stress biologique, de vie ou de mort. Parce que clairement ici, le système reptilien, c'est vraiment ce qui nous permet de rester en vie. Donc tous les stress que l'on va interpréter comme une attaque personnelle sur notre survie, que ce soit via l'appartenance à un groupe, hein, lorsqu'on est isolé, on se sent vraiment euh, isolé, mais je veux dire en difficulté. Et donc là, ça peut être effectivement traduit comme un danger de survie. Alors, si effectivement le stress, c'est un processus normal, paradoxalement, le stress est là, les réactions de stress sont là pour nous mettre en sécurité. C'est-à-dire que si on a dans notre environnement quelque chose qui est stressant, le corps va réagir pour nous mettre en sécurité. Le problème, c'est, comme je l'ai dit, notre cortex cérébral peut créer des stress qui ne sont pas là et qui n'arriveront jamais, et donc qui finalement ne permettront jamais au système reptilien de basculer dans l'autre partie, qui est le système parasympathique, hein, le système qui nous permet de digérer, de récupérer et même de guérir. Cette sensation de sécurité doit vraiment être là pour pouvoir guérir. Et donc, en cas de stress, quel qu'il soit, vous n'allez pas commencer à analyser la situation. Je donne un exemple, si vous traversez la route et qu'il y a une voiture qui vous fonce dessus, vous n'allez pas vous dire, bon, avec votre cortex cérébral, analysez, la voiture fait du 100 km/h, j'avance à du 5 km/h, ça veut dire que non, vous n'avez pas le temps de faire ces calculs, ces analyses, ce cortex cérébral d'anticipation pour savoir si la vitesse que vous avez à l'heure actuelle va vous permettre de passer outre du stress. Vous n'allez pas non plus faire appel à votre système limbique et vous dire, oh, aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie de courir. De toute façon, je n'ai jamais été renversé par une voiture, donc c'est pas aujourd'hui que ça va arriver. Non, vous n'allez pas commencer à évaluer vos émotions par rapport à ce danger. Lorsque vous êtes en danger, vous allez libérer des hormones de stress qui vont vous permettre de stimuler la musculature pour pouvoir soit courir et éviter la voiture dans ce cas-ci, soit de vous battre, c'est la deuxième option. Si vous ne savez pas éviter l'obstacle ou éviter le danger, vous allez combattre le danger. Mais ici, avec la voiture, ce n'est pas le bon exemple parce que vous n'allez pas faire face à une voiture, mais dans d'autres types de stress,
Si vous ne savez pas fuir, vous allez en général combattre. Et si jamais vous n'arrivez pas à fuir, vous n'arrivez pas à combattre, la dernière option, et c'est ce qui arrive souvent, et c'est une mauvaise interprétation de notre biologie, c'est ce qui va arriver lorsque vous allez rester inactif. Donc vous allez faire le mort, vous allez faire la situation de freeze, comme on dit, et là, vous allez garder ce niveau hormonal qui va justement augmenter votre glycémie, qui va produire les hormones de stress, qui va éventuellement vous épuiser avec le temps, et qui va maintenir les tensions musculaires, et qui va éventuellement accumuler la graisse au niveau du ventre. Tout ça sont des réactions normales face à une situation de freeze, hein, de faire le mort. Alors, cette biologie du stress, je vais la transposer dans quelque chose qui est beaucoup plus pratico-pratique, hein, vais-je dire. C'est la différence entre un stress qui va être positif, un stress qui va être négatif, un stress qui va être hormétique. Quand on parle de stress positif, si je fais référence justement à l'exemple précédent, on a pu démontrer scientifiquement que de temps en temps, avoir un petit rush d'adrénaline fait un reset hormonal. Et donc, même avoir un gros coup de stress, comme sauter en parachute ou se lancer un défi, eh bien, nous aide à rester vivant. Alors, il y en a, évidemment, ça devient addictif et ils ont toujours ce besoin d'adrénaline, mais les personnes qui n'ont jamais de gros stress, effectivement, eh bien, ne sont pas aussi en forme que les autres. Maintenant, je vais vous présenter plusieurs exemples aujourd'hui, mais un premier pour vous faire comprendre justement l'impact de ces 4 types de stress. Tout d'abord, sur le système musculaire, hein, s'il n'y a pas du tout de stress, que se passe-t-il? Bien, c'est l'atrophie. Le muscle n'est pas stimulé du tout et il va fondre. Et donc, on voit bien que l'absence de stress, comme l'absence d'adrénaline que je viens de vous donner comme exemple, eh bien, n'est pas optimale. Maintenant, vous avez le stress négatif, c'est-à-dire que si vous avez une séance de sport qui est trop intense par rapport à vos capacités musculaires, cardiovasculaires ou autres, eh bien le muscle peut s'abîmer, se déchirer. Donc là, il est négatif. On va faire une contracture, une déchirure, parce que on a été trop loin. Si bien évidemment vous avez une stimulation optimale du muscle, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau, eh bien vous allez au mieux maintenir cette masse musculaire, au pire, pardon, maintenir cette masse musculaire et au mieux la développer un tout petit peu. Et l'on sait aujourd'hui que cette masse musculaire est en relation avec notre longévité. Donc on ne parle pas ici d'esthétique, je vous l'ai dit, la biologie n'a absolument que faire de votre esthétique. Par contre, le fait d'avoir une meilleure masse musculaire, on le voit, dans le nombre de push-ups, de pompage que vous pouvez faire selon votre âge, eh bien, ça va déterminer votre longévité. Votre force au niveau de la poigne est également un symptôme ou un paramètre d'une bonne longévité. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le stress hormétique, le stress qui vous permet de passer une étape. C'est-à-dire que on n'est pas dans du stress négatif parce qu'on reste sur un stress qui est adapté à votre niveau, mais ça ne va pas être un stress bêtement, je vais dire, positif, parce que ça va quand même être assez difficile, suffisamment difficile pour vous faire passer une étape bien précise. Et donc, je vais vous présenter maintenant ce concept d'hormèse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la définition de l'hormèse n'existe ni dans le Larousse ni dans le Robert. Donc, on l'a dans un dictionnaire de moindre référence, donc le dictionnaire de la langue française. Et en biologie, en médecine, l'hormèse, c'est l'effet paradoxal d'une faible dose d'un agent toxique sur les êtres vivants. Les faibles doses du toxique ont un premier effet positif, puis l'augmentation de la dose engendre l'effet toxique attendu. Donc on a vraiment ici cette dose, on est entre la dose minimale et la dose toxique. Par contre, en anglais, il existe une définition de l'hormèse qui est la suivante, c'est l'effet bénéfique résultant de l'exposition à une très petite quantité d'une substance toxique. Donc de manière globale, on a donc soit une substance
soit une action, soit une situation qui, si elle se prolonge, devient toxique, mais en petite quantité, a un effet bénéfique. Alors aujourd'hui, l'hormèse est encore à un stade de la théorie, hein, ce n'est pas quelque chose qui est validé à 100%, et c'est une des théories qui est de plus en plus citée en médecine, mais également dans d'autres domaines, comme en agriculture, en énergie, en environnement et évidemment en santé. Donc en agriculture, vous avez une étude de 2022 qui justement analyse l'hormèse par rapport à l'écosystème et aux insectes. En énergie, vous avez également une source hormétique par rapport à ce rôle énergétique. Et dans l'environnement, on a aussi des études qui analysent l'hormèse au niveau de la santé de l'environnement. Vous voyez que ce sont toutes des études qui sont récentes. En santé, on a par exemple une étude déjà datant de 2015 sur l'effet hormétique du jeûne intermittent en particulier, pour voir si effectivement ça ne pourrait pas être utile. Et l'on sait aujourd'hui, et ça a été, je dirais, une pratique involontaire durant des millénaires. Si l'on prend, je dirais, la dernière génération de l'être humain, donc qui a 10 000 ans, sur les 10 dernières millénaires, on a eu des périodes de famine qui ont permis à certaines personnes qui avaient les ressources, justement, parce que l'hormèse dépend toujours des ressources, de pouvoir survivre et de donner une population résistante. Alors, vous connaissez probablement la citation de Nietzsche qui, en 1888, écrivait « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Alors, ce qui est intéressant, c'est que Nietzsche l'a présenté dans un contexte bien précis. C'est-à-dire qu'il n'estimait pas que tout le monde était capable de vivre un stress à ce point intense pour nous rendre plus forts. Parce que c'est finalement la définition de l'hormèse. Ce qui est suffisamment intense pour ne pas nous tuer nous rend plus forts. Mais vous avez des personnes qui vont périr par rapport à ce stress, hein, que ce soit un stress émotionnel ou mental, comme on peut l'avoir dans les générations de nos grands-parents durant les différents conflits mondiaux. Alors, je vous ai donné l'exemple du muscle, je vais vous en donner un autre qui est encore plus intéressant par rapport à ce principe hormétique, c'est le système osseux. Hein, le système osseux en stress négatif, eh bien, si vous n'avez pas assez de stimulation sur le système osseux, comme les premiers cosmonautes, astronautes dans l'espace, eh bien, il y avait une déminéralisation osseuse en absence de gravité, et c'est super humain, puisqu'il fallait quand même avoir une super condition physique pour être astronaute, eh bien, revenait avec une densité osseuse comparable à celle des personnes âgées. Soit le stress est négatif parce qu'il y a un excès, et donc là, vous n'avez pas assez de ressources pour finalement subir les charges physiques et vous avez une fracture de stress. Si le stress est positif, ça va plutôt renforcer votre densité osseuse. On sait que, par exemple, chez les culturistes, on a une densité osseuse qui est meilleure. On sait que les femmes qui souffrent d'ostéopénie, d'ostéoporose, lorsqu'elles vont restimuler leur système osseux, ça va reminéraliser effectivement ce système osseux, donc grâce à la tension des muscles sur le système osseux. Et le stress hormétique ici, eh bien, c'est suite à une fracture. C'est une pratique commune dans certains sports de combat asiatiques où ils vont frapper suffisamment longtemps l'os pour renforcer. Si vous avez déjà vécu une fracture, eh bien, en zone de la fracture, vous avez une meilleure minéralisation. Cette zone est plus forte. Alors, bien évidemment, le but n'est pas de vous casser en 1000 morceaux pour avoir une densité osseuse plus importante. Mais je vais revenir justement à ce principe hormétique par rapport au principe traumatique. Donc ça, c'est intéressant, c'est de se dire, OK, il y a une zone hormétique et puis il y a une zone traumatique. Alors l'autre exemple, évidemment, c'est l'activité physique, puisque vous avez le stress négatif, c'est soit de la sédentarité, hein, c'est de ne pas avoir suffisamment de mouvement. Le stress positif, c'est 7500 pas minimum, avec 30 minutes d'activité modérée par jour. Et le stress hormétique, ce serait un stress suffisamment intense pour être traumatique si vous le gardez trop longtemps,
comme les séances de HIIT ou de Tabata, parce que vous avez logiquement des programmes physiques qui vous permettent de progressivement augmenter ce stress hormétique, mais si vous le faites de manière trop intense, le risque, c'est effectivement la dépression, l'inflammation ou la blessure. Ou une musculation intense peut également être un stress hormétique. Ce que l'on recherche finalement avec l'hormèse, c'est la flexibilité métabolique. Je vous le disais en introduction, ce ne sont ni les plus intelligents ni les plus forts qui vont survivre, parce que nous sommes aujourd'hui à un changement de société, on le voit depuis 2 ans, il y a plein de changements. L'objectif, c'est d'être adaptable, d'être suffisamment flexible d'un point de vue métabolique, et on va le définir selon 7 sources justement de stress métabolique. Eh bien, on va pouvoir à ce moment-là, non pas subir ces différents stress, mais pouvoir s'adapter grâce justement à la résilience. Alors, on a un autre exemple, évidemment, c'est le froid. Hein, si vous avez un froid qui est trop intense, vous allez brûler, que ce soit le froid ou le chaud. Si le stress est positif, comme une douche froide ou comme une chambre fraîche, eh bien, ça va vous permettre de bien dormir ou de vous réveiller le matin. Et si vous avez un stress hormétique, comme un bain froid, hein, qui est une étape supplémentaire par rapport à la douche froide, eh bien là, avec le temps et des petites doses pour débuter, vous allez pouvoir améliorer votre tolérance au changement de température, vous allez pouvoir améliorer votre immunité. Et donc, on voit ici qu'un stress thermique aura des impacts sur la zone biochimique, hein, du système immunitaire, voire le domaine mental, parce qu'en travaillant effectivement votre capacité à subir de manière beaucoup plus adaptable un stress de froid, eh bien votre mental va pouvoir s'adapter également. Et évidemment, vous avez le sauna ou la fièvre. La fièvre est un stress hormétique. Je vous donne un exemple personnel. Depuis les événements de 2011, on a une deuxième fille et qui est née en 2014. J'ai hésité tout d'un coup. 2014. Et quand elle était plus jeune, elle tombait souvent malade jusqu'au jour où elle a fait une maladie infantile dont la pédiatre ne sait toujours pas ce que c'était exactement, mais où elle est restée avec une fièvre extrêmement élevée pendant plusieurs jours. Elle était d'ailleurs à l'hôpital. Et on a vraiment vu un avant et un après. On a refusé, grâce à notre pédiatre et à ses compétences, de donner des antibiotiques à tort et à travers. On a observé, ne sachant pas quelle maladie c'était. On a tout fait pour la maintenir en dessous d'une certaine température. Et on a vraiment vu que depuis qu'elle a fait ce pic de température, c'est comme ça, il y avait eu une activation de son système immunitaire et elle est beaucoup moins malade depuis lors. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier au niveau de la science. Évidemment, le stress traumatique d'une fièvre serait effectivement alors fatal, parce que là, évidemment, on ne peut pas rester très longtemps à des températures fiévreuses au-delà de 40 degrés. Le jeûne intermittent est un autre exemple. Hein. Vous avez le stress négatif, c'est de faire des jeûnes trop longs, trop vite, parce qu'alors à ce moment-là, c'est acidifiant. Le stress positif, ce serait de faire un minimum de 12 heures de jeûne et 12 heures où vous pouvez vous alimenter. Légère faim avant de manger, ça c'est un stress positif, ou manger jusqu'à 80% que l'on recommande en général. Ce sont tous des stress positifs, hein, ne pas être à chaque fois rassasié, c'est intéressant. Et le stress hormétique, eh bien, commence à partir de 16 heures jusqu'à 24 heures. Et puis éventuellement, on peut aller au-delà de ce stress et donc augmenter ce stress hormétique avec des jeûnes de plusieurs jours à certains moments de l'année. Ça, c'est optimal. C'est donc une notion de temps et d'intensité. Donc, il y a une progression, il y a un dosage pour vous permettre, comme au niveau physique, cardiovasculaire, musculaire, de permettre à votre corps de s'adapter. Mes recherches m'ont permis de définir finalement 7 sources de stress importantes et je vous les cite et puis on va les définir ensemble et on va voir qu'il y a un élément supplémentaire à prendre en compte, surtout aujourd'hui. Donc, vous avez le stress physique, vous avez le stress biochimique, vous avez le stress chimique, le stress thermique, le stress électromagnétique, le stress émotionnel et le stress mental. Alors, selon ces 7 sources de stress, vous allez pouvoir doser ces différents stress. Si vous avez
un stress hormétique, physique, biochimique, chimique, thermique, électromagnétique, émotionnel et mental, votre corps ne va pas savoir réagir à tout ça. Si vous avez du stress négatif dans un de ces 7 domaines, c'est aussi quelque chose qui va vous prendre de l'énergie sans vous en donner. Parce qu'évidemment, dans le stress hormétique, il y a cette période de stress et puis il y a la période après qui est importante pour permettre au corps de passer en parasympathique et de se régénérer. Donc, vous avez 4 dosages qui sont intéressants à analyser pour les 7 sources de stress. Vous avez le dosage négatif qui est soit à éliminer, soit à déléguer. C'est-à-dire que vous allez faire appel à quelqu'un pour vous aider. Je pense à une douleur musculaire. Eh bien, soit vous éliminez la douleur musculaire par un bain, par exemple, un bain avec du sel d'Epsom et un complément de magnésium, soit vous déléguez cette douleur musculaire, non pas un antidouleur évidemment, parce qu'un antidouleur serait un stress biochimique agissant sur une source de stress physique, mais là, vous allez le déléguer à un spécialiste qui va pouvoir analyser et évaluer l'origine de cette douleur. Et puis, vous avez tout ce qui est stress positif, c'est-à-dire que ce sont des stress qui ne demandent pas beaucoup de temps de récupération, que vous pouvez automatiser. Donc, que pouvez-vous automatiser au quotidien au niveau physique? Donc, quelle est votre dose de dépenses physiques minimum qui ne va pas demander quelque chose, une récupération intense? Hein, ça peut être du tai chi, du yoga, ça peut être une balade, ça peut être du vélo, selon votre niveau d'activité, votre niveau de condition physique, ça pourrait être déjà un entraînement. Mais quel est le dosage à automatiser au niveau biochimique, au niveau chimique, au niveau électromagnétique, au niveau thermique, au niveau émotionnel et mental? Un dosage qui vous met en joie, c'est-à-dire, selon ces 7 types de stress, quelle serait une dose de stress qui n'est pas optimale à faire, mais qui vous permet d'être utilisé comme soupape. Le meilleur stress à ce niveau-là auquel je pense, c'est un bon petit verre de vin. Un petit verre de vin rouge, c'est un stress au niveau du foie, d'accord? Ça n'est pas à utiliser tous les jours, mais ça peut être un moment de plaisir qui va vous mettre en joie, qui va vous faire plaisir, vous détendre au niveau des papilles, au niveau de la relaxation. Voilà. C'est quelque chose à utiliser comme soupape. Bien dosé, ça peut être utile. D'accord? Et vous avez le dosage hormétique qui est à utiliser pour passer un palier. Et là, le challenge, c'est de pouvoir voir combien de ces zones de stress pouvez-vous stimuler au niveau hormétique. Je le répète, si vous faites 7 sources de stress hormétiques, vous risquez d'épuiser le corps parce qu'il n'aura pas à ce moment-là le temps de récupérer. Alors, si je vais un peu plus en détail par rapport à ces différentes sources de stress et que je regarde, je vais juste changer, voilà, sinon je ne le vois pas, au niveau physique, qu'entend-on par stress physique? Eh bien, il y a, par exemple, un travail sur la posture. Si vous avez une mauvaise posture, si vous avez la tête vers l'avant, ça va mettre des tensions au niveau des cervicales, des disques cervicaux, et ça va mettre des tensions au niveau de la respiration. Or, une bonne posture peut également vous aider au niveau de la confiance en vous. Ça peut être un entraînement. Comme je l'ai dit, ça peut être une douleur. Donc, il y a à chaque fois, pour chaque domaine, eh bien, des stimulations positives, négatives ou, je dirais, neutres pour le physique. Ça, je pense que c'est relativement simple à comprendre. Au niveau biochimique, vous avez le jeûne, comme on en a parlé, mais vous avez également les détox, les purges, les plantes qui peuvent vous aider à justement éliminer un parasite, éliminer une toxine. Dans mes coachés, j'ai de plus en plus de personnes qui sont avec des intoxications aux métaux lourds ou des intoxications aux mycotoxines. Et donc, si je remets le concept dans son ensemble, je vous ai dit, le stress, c'est une réaction naturelle et qui est là pour vous protéger. Si vous avez une intoxication aux métaux lourds,
vous pouvez très bien avoir un ralentissement de la thyroïde et une prise de poids parce que le corps n'a pas le temps d'éliminer les métaux lourds, donc la thyroïde va ralentir et vous allez prendre du poids pour mettre les métaux lourds en réserve dans ces graisses. C'est un phénomène de réaction du stress. Ce n'est pas en faisant un régime, ce n'est pas en bougeant plus que vous allez résoudre cette problématique-là. Si il y a un excès de métaux lourds, eh bien, ça peut effectivement rentrer dans les graisses au niveau du cerveau et on sait qu'il y a un lien entre les maladies neurodégénératives et les intoxications aux métaux lourds. Et donc, on est bien dans ce processus. Vous avez une biologie qui est là pour vous protéger d'une source de stress. Trop souvent, on considère le stress comme étant une attaque extérieure, mais là, c'est une attaque extérieure qui est rentrée dans notre organisme et le corps va essayer de le combattre 24 heures sur 24. Et c'est ça qui est épuisant. Et la machine humaine est tellement bien faite qu'elle peut rester comme ça 10, 15, 20, 30 ans avant d'avoir des symptômes. Une maladie neurodégénérative ou toutes les maladies chroniques ne se développent pas du jour au lendemain. C'est finalement une accumulation de ces différentes sources de stress. Dans ce cas-là, ce n'est probablement pas une bonne idée d'aller ajouter un stress hormétique si, pas dans les autres domaines, si vous avez ici une source de stress qui est déjà élevée. Dans ce cas-là, d'ailleurs, les détox ou les jeûnes trop rapides peuvent être contre-productifs par rapport à une intoxication aux métaux lourds. Parce que si vous poussez les métaux lourds à l'extérieur de votre organisme, c'est-à-dire dans votre tube digestif, et que votre transit n'est pas optimal, eh bien, vous allez avoir une charge de métaux lourds beaucoup plus importante dans la circulation sanguine, puisqu'elle aura quitté les zones de graisse et qu'elle sera alors à ce moment-là au niveau circulatoire. Hein, petite parenthèse aussi, c'est une des raisons pour laquelle on vous recommande de manger des petits poissons gras et pas des gros poissons gras. Parce qu'eux aussi consomment des métaux lourds, je dirais, dans leur habitat naturel et vont les stocker dans les graisses pour pouvoir vivre plus longtemps. Mais si vous consommez des poissons comme le thon qui peuvent vivre jusqu'à 40 ans, pendant 40 ans, ils ont accumulé des métaux lourds. Alors qu'une sardine, ça n'aura accumulé des métaux lourds qu'en petite quantité. Et il est très important de comprendre que des métaux lourds, il y en a toujours eu dans notre environnement et que notre corps est tout à fait capable d'éliminer et de gérer un certain dosage. Mais quand ce dosage est trop important ou que nous ne pratiquons plus des détoxifications au moins une fois par an, eh bien ça pose problème. Récemment, je suis en ce moment un coaché qui sort d'un cancer, un cancer relativement limité en termes de développement. Il est relativement jeune, c'est un sportif, maintenant il y a des problèmes de poids. J'ai quand même décelé chez lui une problématique d'intoxication au niveau justement des toxines, probablement venant des différents traitements qu'il a eu pour éliminer son cancer. Donc ça, c'était un effet secondaire de son traitement qui lui permet de guérir de son cancer, mais il y a une charge au niveau de son foie. Ce ne serait qu'un demi-mal. Ce que j'ai également découvert chez lui, c'est que comme il travaille dans le domaine biochimique et qu'il respire énormément de produits chimiques depuis le début de sa carrière, mon hypothèse, c'est qu'il a accumulé une certaine quantité de toxines de par son métier, mais comme aujourd'hui on ne pratique plus les détox et plus les jeûnes suffisamment fréquemment, il les a accumulés, son foie est fatigué, et la charge des molécules chimiques toxiques de son traitement contre le cancer, eh bien, est la goutte qui fait déborder le vase et qui surcharge son système. Donc là, il est 15 kg au-dessus de son poids optimal. L'objectif est maintenant de détoxifier son corps et que naturellement, après cette détoxification, son corps n'aura plus besoin de ces 15 kg en excédent et pourra les éliminer. La dose de stress chimique est un peu plus difficile à comprendre. Je viens d'en donner un exemple, c'est par rapport à la chimio. Les médicaments peuvent être des stress positifs dans un sens parce qu'il va
ils vont vous protéger, ils vont vous guérir. Mais à l'inverse, lorsqu'ils sont trop importants, peuvent avoir un impact négatif. Mon papa a vécu 3 chimios, il n'est pas décédé de son cancer, il est décédé dans son sommeil parce que son corps n'arrivait plus à gérer et il a fait une hémorragie interne et il est parti de cette manière-là. Donc, on ne pouvait pas éviter la chimio, mais il y avait probablement des éléments que l'on aurait pu faire pour éviter que son corps ne soit finalement épuisé après la 3e chimio, sachant qu'il avait 60 ans, qu'il était sportif, qu'il mangeait bio depuis les années 80 et qu'il vivait à la campagne. Et que son papa est décédé à 96 ans et que sa maman est décédée à plus de 80 ans. Donc, mes parents ont perdu plus de 35 ans sur leur papa et plus de 20 ans sur leur maman. Donc, d'un point de vue génétique, ils avaient normalement des gènes pour vivre au-delà de 80 ans. Malheureusement, il y a un élément dans ces 7 sources de stress qui a fait que le corps n'a plus pu gérer l'ensemble de ces stress. Alors, stress chimique positif, vous l'avez vu, stress chimique négatif, vous l'avez vu, stress chimique, je dirais, hormétique, là, on est plus sur une pratique un peu plus chamanique. Vous avez certaines purges qui peuvent être utilisées, mais qui doivent être suivies par des personnes spécialisées. Le stress thermique, on en a parlé, c'est le chaud, le froid. Ça, c'est assez simple au niveau de la dose de stress. Pour ceux qui pratiquent déjà les bains froids, eh bien, la première fois, ça paraît impossible, mais après quelques mois, effectivement, c'est beaucoup plus tolérable. Je vais vous donner un exemple. Moi qui pratique les douches froides depuis 2015, avec des périodes où je le fais plus que d'autres, ou 2017, je ne sais plus, un des deux. Mais à Noël dernier, j'ai fait pour la première fois la Covid. Donc j'ai eu 3 jours de fièvre. Jusqu'à la veille de contracter la Covid, eh bien, je faisais mes douches froides, même au Canada, par -20 dehors, à 5 heures du matin, je pouvais me lever et prendre 2 minutes de douche froide, sans problème. Et puis j'ai eu ce stress finalement biochimique par le virus et thermique par la fièvre. Eh bien, il m'a fallu 3 semaines avant de ressentir mon corps prêt à refaire des douches froides. Parce qu'il a fallu que, suite à ce stress important via le virus et via la fièvre, mon corps était fatigué, épuisé, émotionnellement, mentalement aussi, par toute la charge qu'on pouvait avoir après 2 ans de, de pandémie. Et donc, il m'a fallu au moins 3 semaines pour reprendre cette habitude-là. Donc, c'est un événement qui m'a vraiment permis de comprendre justement l'accumulation des différentes sources de stress et l'importance de pouvoir choisir. Tiens, là, aujourd'hui, j'ai tel niveau d'énergie, je suis prêt à... D'abord, je vais déléguer tous les stress négatifs, ou je vais en tout cas gérer tous les stress négatifs pour les diminuer au maximum. Je vais maintenir une source de stress minimale au niveau des différentes sources de stress positives, et je vais éventuellement choisir les sources de stress hormétiques. Si je ressens le courage, comme je le disais, janvier dernier, eh bien, il n'y avait aucune source de stress hormétique parce que mon corps était toujours en train de récupérer de ce stress plus important. Le stress électromagnétique, alors depuis lors, je pourrais rajouter le sommeil, parce que le sommeil, c'est tout ce qui se passe au niveau électromagnétique, au niveau du cerveau, avec les différentes ondes. Vous pouvez très bien dormir 7 heures et ne jamais passer ou ne pas passer assez de temps dans le sommeil profond et ne pas avoir cette récupération optimale. Mais vous avez, en termes de stress négatif, le Wi-Fi 24 heures sur 24 et vous avez par contre des stress qui sont optimum au niveau électromagnétique, comme justement un sommeil réparateur ou au niveau hormétique plutôt la lumière rouge qui aujourd'hui est utilisée au niveau thérapeutique. Vous n'allez pas rester 24 heures sous une lumière rouge, mais par zone. Et on sait que ça accélère par exemple la cicatrisation, que ça peut stimuler la production de certaines hormones comme la testostérone,
je ne sais pas s'il y a d'autres hormones qui peuvent être stimulées grâce à la lumière rouge, mais on a aujourd'hui suffisamment de recul sur les effets bénéfiques de cette source, je dirais, de stimulation, de stress électromagnétique. Vous avez le fait d'aller nager dans l'océan avec les ions négatifs de l'océan, les ions que l'on ressent après un orage. Ce sont tous des moments où votre corps va pouvoir se recharger. Or, aujourd'hui, si vous vivez dans un immeuble, si vous n'avez jamais les pieds dans le sol pieds nus, eh bien, vous n'arrivez jamais à rééquilibrer cette charge électromagnétique entre les ions positifs et les ions négatifs. Donc ça aussi, c'est sans doute une des sources de stress les plus silencieuses, hein, parce que vous n'allez pas, à part quelques personnes, vous n'allez pas ressentir la problématique de votre smartphone ou de votre Wi-Fi. Mais idéalement, vous devriez éteindre votre Wi-Fi durant la nuit. Bon, évidemment, si vous êtes entouré par des gens au-dessus, en dessous, à gauche et à droite, même si vous arrêtez votre Wi-Fi, il y aura quand même une certaine dose électromagnétique qui peut interférer avec votre sommeil. Néanmoins, on sait que cette dose diminue par mètre. Donc, si vous êtes à côté de votre routeur, vous avez la dose maximale. Si vous êtes à 3 mètres, ben vous allez avoir évidemment beaucoup moins d'impact. Et on sait que cette dose va influencer, par exemple, les canaux à calcium au niveau membranaire. Et donc, vous avez besoin de plus de magnésium, par exemple, lorsque vous êtes surchargé en stress électromagnétique. Donc, vous pouvez déjà observer que si vous avez des douleurs chroniques, si vous avez des pics de glycémie sur la journée, stress biochimique, si vous prenez des anti-inflammatoires tous les jours à cause de vos douleurs chroniques, si vous dormez dans une pièce qui est trop chaude, à côté de votre téléphone qui n'est pas en mode avion, comment voulez-vous vous sentir bien? Vous avez là 5 sources de stress négatives qui s'accumulent. Et évidemment, ou bien souvent, les coachés qui vont venir vous voir parce qu'ils sont stressés ou parce qu'ils ont des problèmes vont faire attention au dernier domino. Il y a un événement qui a fait qu'aujourd'hui, j'arrive plus à gérer le stress. Mais derrière, il y avait déjà une accumulation de stress. Et donc ça, c'est vraiment important de remettre cette dose de stress, cette charge dans son contexte. Évidemment, vous avez la dose de stress émotionnel. Je vous ai partagé et je vais vous offrir quelques bonus justement ce soir pour vous remercier de votre présence et surtout vous encourager à prendre cette année 2023 comme votre quête réelle et d'avoir un reminder ou un rappel tous les mois de là où vous en êtes dans votre quête par rapport à votre vie professionnelle, votre vie personnelle, votre vie amoureuse, votre vie intime, pour savoir où vous vous trouvez, pour progresser justement et vous dire à l'aube de 2024, waouh, j'ai vécu une année 2023 qui était intense et qui m'a permis de progresser d'une étape. Et donc, en termes de stress émotionnel, vous avez évidemment des stress positifs comme la joie, mais un excès de joie peut être très difficile à gérer aussi, surtout si cette joie n'est pas partagée. J'ai eu l'occasion à un certain moment de ma vie de ressentir une joie intense et malheureusement de ne pas pouvoir la partager avec quelqu'un de proche et ça fait mal. Et donc, cette dose émotionnelle, eh bien, elle est vraiment importante à prendre en compte. Une peur, elle peut être soit galvanisante et vous dire oui, je ressens cette peur, mais je vais aller au-delà et c'est la peur hormétique. Hein, c'est vous mettre dans une zone qui n'est pas habituelle, en dehors de votre zone de confort, mais pas trop. Parce que si c'est trop, ça va vous épuiser. Et surtout, si vous choisissez par exemple ici un petit challenge mental, mais que derrière vous êtes épuisé, même si la dose ici n'est pas exceptionnelle, si derrière vous êtes déjà épuisé par d'autres sources de stress, ben vous n'y arriverez pas. Parce que c'est la goutte qui va faire déborder le vase. Vous avez l'exemple ici de mon score en 2011, 600 points. Aujourd'hui, je ne sais pas à combien je suis, je ne compte pas, mais j'arrive beaucoup mieux à gérer l'ensemble de ma physiologie et donc mes capacités d'adaptation grâce à l'adaptation à tous ces types de stress.
S'il y a des périodes où je ne fais plus de douche froide parce que je sens que mon système a besoin de récupérer d'une autre manière, eh bien, je ne le fais pas. Je ne vais pas m'obliger parce que je me suis donné un objectif X, Y ou Z. Alors vous allez me dire, mais si la joie, la peur, les autres émotions sont des stress émotionnels, qu'est-ce qu'un stress psychologique? Qu'est-ce qu'un stress mental? Eh bien, un stress mental positif, c'est justement la résilience. C'est être capable, dans des situations de stress dénuées d'émotions, de pouvoir rebondir. Parce qu'il y a un événement qui arrive, vous arrivez à prendre du recul et à vous adapter. Justement, cette semaine, j'ai un de mes coachés qui me dit, voilà, mauvaise nouvelle en début d'année, ma proprio nous a contactés, on a 3 mois pour quitter la maison parce qu'elle veut refiler la maison à son fils. Ils n'avaient pas du tout prévu de déménager, la situation n'est pas du tout optimale. Eh bien ça peut être un stress qui va totalement détruire le programme que j'ai entamé avec ce coaché parce que c'est la goutte qui fait déborder le vase. Donc là, j'ai eu une séance avec lui pour bien lui expliquer que on va mettre sa physiologie au service de son mental pour pouvoir eh bien, passer au-delà de ce challenge. Surtout qu'il m'a avoué que lui et son épouse avaient l'intention de déménager, d'aller dans un autre pays parce qu'ils en ont marre d'être là où ils sont. Mais que là, c'est un peu tôt. Donc, quelque part, c'est un peu ce que je vous ai montré avec la quête du héros. C'est le call to action. Là, on n'est pas bien, mais on hésite à partir. Hop, on a une nouvelle qui nous oblige à partir. Eh bien là, vous avez le choix. Et ça, c'est ce qui nous permet de développer une résilience, c'est de se dire, OK, soit je panique totalement, c'est pas le bon moment, etc. Et on déménage dans le rush, dans la précipitation. Et 6 mois plus tard, on sera de nouveau mal dans notre peau et fatigué et pas bien. Ou alors on se dit, bon, OK, là, j'ai les ressources, je prends du recul, j'analyse avec mon cortex cérébral, sans les émotions, sans la peur, tout ce que je dois faire pour faire un déménagement optimal pour ma carrière, je parle au nom de mon client, la carrière de mon épouse et les enfants. Maintenant, un stress mental négatif serait le perfectionnisme. Et ça freine beaucoup de personnes parce qu'ils veulent faire ils veulent pas faire de leur mieux, ils veulent faire le mieux possible. Mais c'est pas possible d'être parfait. On peut faire du mieux que l'on peut et voir justement ce que cet effort va donner comme récompense, comme résultat. Donc j'espère que là, avec ce schéma, vous avez une meilleure idée de ce qu'est finalement le stress. Ça n'est pas que un stress mental. Je dirais que si on est mal dans un job, si on est mal dans un endroit, hein, vous le savez, il y en a plusieurs d'entre vous qui savaient que je suis aujourd'hui depuis 2 ans et demi au Canada. C'était par contre un projet de 15 ans. On a mis 15 ans. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a 15 ans, on avait déjà déménagé même 16 ans maintenant, au Canada pour 6 mois. On a été floué par la personne qui nous avait permis de déménager pour travailler dans son entreprise. On a dû revenir en Belgique en catastrophe parce qu'on n'avait pas la situation optimale pour rester, ni légale pour rester. Mon épouse était enceinte à l'époque, donc ça a ajouté pas mal de stress. On a voulu lancer notre entreprise en Belgique. Il y a eu la crise de 2008, on a fait faillite, et puis les événements dont je vous ai parlé qui nous ont fortement limités dans notre projet pour déménager au Canada. Finalement, on y arrive et bardaf, pandémie. Il y a toute une série de choses qui ont changé ici. Si après 2 ans et demi, je devais faire une analyse des bénéfices de mon déménagement, je ne suis pas sûr que ce soit exactement ce à quoi on s'attendait. Parce qu'il y a plein de paramètres. Mais il y a également plein d'éléments intéressants, et pour les enfants, et pour mon épouse, et pour moi. Donc, tout ça, c'est capacité de résilience psychologique par rapport à tout ce qui a pu se passer, je dirais, dans l'environnement et toutes les sources d'affaiblissement. Et si aujourd'hui, mes enfants et mon épouse et moi-même sommes en bonne santé, eh bien, c'est grâce justement aux différents choix, je dirais, au niveau santé, au niveau éducatif, au niveau quotidien que l'on fait. Et cette gestion au quotidien.
Donc le stress hormétique, on a à chaque fois une production de noradrénaline, on a des productions d'hormones de croissance, on a des effets anti-inflammatoires. Donc ça, c'est vraiment les bénéfices que l'on va retrouver dans ces différentes sources de stress. Alors, un stress hormétique émotionnel serait éventuellement de pouvoir travailler sur une émotion. Vous avez peut-être des émotions sur lesquelles vous avez plus difficile à gérer. Pourquoi ne pas décider en 2023 de travailler cette émotion-là, de pouvoir l'exprimer, que ce soit la joie, la colère, la tristesse, le courage, que sais-je. Sortir de votre zone de confort qui est je n'y touche pas, je n'en parle pas, c'est enfoui quelque part en moi, dans un muscle, dans un organe, non, mais plutôt l'exprimer. Je dirais qu'il vaut mieux une colère exprimée qu'une joie réprimée. Je devrais la ressortir, celle-là. Et au niveau mental, effectivement, c'est de vous lancer des défis, que ce soit des défis sportifs, que ce soit un défi, on l'a dit, hein, on peut mélanger les différentes sources de stress en ayant effectivement un stress thermique qui vous aide au niveau mental. Je sais que parmi vous, certains ont l'habitude de faire des bains froids. Eh bien, il y a un travail mental quand il fait quelques degrés dans l'eau et que vous êtes dans le froid, vous avez juste envie de sortir, c'est une chose. Maintenant, quand vous le faites dans un lac qui est gelé, c'est encore une étape supplémentaire au niveau gestion mentale. Donc, à chaque fois que vous allez avoir et choisir un stress hormétique, vous allez avoir un effet bénéfique. Mais encore une fois, s'il y en a trop, eh bien, ça risque de vous épuiser. Donc, le stress hormétique chaud, on a une production de noradrénaline, on a une production d'hormones de croissance qui, en 2 fois 15 minutes à 100 degrés, va multiplier par 500% votre production d'hormones de croissance. Donc ça, ce sont des chiffres que l'on a de manière optimale. Il n'y a aucun médicament, aucune hormone synthétique qui peut avoir ces effets-là. La testostérone, on peut aussi l'augmenter de manière impressionnante avec des programmes de sprint. Et donc ça, ce sont des données que nous avons, que nous pouvons utiliser. Maintenant, si vous faites un sprint à 100%, mais que vous avez mal dormi, ben vous pouvez vous faire une élongation, une déchirure. Donc là, on a justement cette limite entre le stress hormétique qui peut avoir un impact hormonal intéressant et le stress traumatique qui peut avoir l'effet inverse. Et on a un effet anti-inflammatoire. On a avec le sauna ou le hammam une diminution du TNF-alpha qui est une molécule inflammatoire que l'on va retrouver dans toutes les maladies chroniques. On a la production du HSP qui est spécifique justement à la chaleur, qui est le Heat Shock Protein, qui a un effet antioxydant. Et on a du coup effectivement cette illustration par Nietzsche qui disait logique d'autodépassement face à l'adversité. L'adversité va élever et non pas abaisser la personne. Donc c'est ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. C'est une logique d'autodépassement, mais qui selon lui est inaccessible au commun des mortels ou au premier venu selon lui. Et ça, je pense qu'effectivement, si je n'avais pas eu les connaissances au niveau gestion, je dirais, de mon hygiène de vie à travers ces 4 mois où en 4 mois j'ai perdu mon papa, ma maman et ma fille, j'aurais pu facilement terminer dépressif, addict et je ne serais plus en couple. Mais il y a eu des ressources, il y a eu des éléments qui m'ont permis de faire des choix. Donc l'important, c'est le dosage et la planification. Selon Boris Cyrulnik, qui parle justement de la résilience et qui dit on est hébété par un traumatisme. Qu'est-ce qu'on en fait? Si on ne fait rien, on reste hébété. Et si on se débat pour se remettre en vie, c'est le processus de résilience. Donc Boris Cyrulnik est un auteur exceptionnel au niveau de la compréhension de la résilience. C'est vraiment un domaine dans lequel j'ai envie de soutenir un maximum de coachs aujourd'hui. C'est un de mes grands objectifs pour 2023 et que chacun des coachs puisse maîtriser justement cette compétence pour justement la travailler avec sa communauté. Nous sommes ici entre deux, après 2 ans de pandémie, avec une situation économique qui n'est pas optimale. Comment peut-on développer ses ressources personnelles pour pouvoir s'adapter à l'environnement, quels que soient justement les changements de cet environnement? Et donc, il y a une grande différence entre un événement hormétique et un événement traumatique. Vous l'avez vu, selon l'échelle de Holmes,
au-delà de 300, entre 200 et 300 points, c'est plus 50% de risque de maladie. Personnellement, j'aurais pu le ressentir, mais j'ai eu des ressources qui m'ont permis de passer au-delà. Si je reprends l'exemple du système osseux, un stress hormétique, ben, vous avez une fracture, ça va se réparer. Si maintenant la fracture est trop violente, ben, c'est un trauma. Et là, le corps ne sait pas se régénérer seul. Ça, c'est ce qu'on doit éviter. C'est un des derniers sujets que j'étudie aujourd'hui, c'est l'impact des traumas, surtout des traumas inconscients, sur notre biologie. Et vous pouvez avoir des gens qui ont des problèmes digestifs, des problèmes physiologiques, des problèmes de maladies chroniques, suite à des traumas inconscients non résolus, qui vont devenir une part intégrante de la personne sans qu'elle s'en rende compte. Et elle aura beau faire de la relaxation, des régimes, un changement alimentaire, d'hygiène de vie, si ce trauma est inscrit dans la biologie, premièrement, il va se passer d'une génération à l'autre, ça c'est le transgénérationnel, et deuxièmement, il ne va jamais pouvoir, ou cette personne ne pourra jamais vraiment pouvoir exprimer son plein potentiel. Ça, c'est la dose traumatique que l'on veut éviter, et quand elle est là, on a besoin d'une opération, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'intervention d'une tierce personne. Aujourd'hui, il y a suffisamment de thérapeutes qui sont, je dirais, spécialisés en littérature anglophone. Il y a de plus en plus, justement, de thérapies qui aident le corps à se libérer des traumas. La dernière technique que je suis en train d'essayer, c'est le TRE, qui permet, avec des tremblements, de libérer les tensions traumatiques qu'il y a dans le corps. On utilise ça avec des GIs américains qui reviennent, ou des soldats qui reviennent du front et qui ont comme ça plein de cauchemars et de problèmes de santé. Mais on peut aller aussi avec des personnes qui ont des tensions musculaires et qui ne savent pas pourquoi. Leur environnement ne semble pas être stressant ou traumatisant, mais il se peut que dans leur enfance, il y ait un événement qui ait créé un trauma, que la personne réussit à passer au-delà, mais elle garde ce trauma en lui ou en elle. Et là, on revient à cette théorie polyvagale qui est, on a le système orthosympathique qui nous permet d'aller dans le stress et de revenir en parasympathique. Mais si c'est un parasympathique de freeze, hein, on fait le mort, là c'est le shutdown, c'est l'effondrement du système nerveux autonome. Et là, on a des problèmes digestifs, on a des problèmes neurodégénératifs, on a des problèmes inflammatoires, malgré une bonne hygiène de vie. Et là, on a besoin justement de cette intervention externe. Et donc, pour conclure aujourd'hui, avant de passer aux questions pour ceux et celles qui sont présents ce soir et pour ceux qui voient ce replay plus tard, eh bien, n'hésitez pas à me contacter pour vos questions. Je serai très heureux de pouvoir y répondre. J'ai créé ce document qui vous permettra justement en ce début janvier de faire votre propre auto-évaluation sur les 7 sources de stress. Quelles sont les sources de stress négatives que je vais déléguer ou que je vais éliminer? Je pense facilement à une source de stress émotionnel à éliminer. Ce sont des personnes qui sont toxiques dans votre entourage. C'est une personne que vous connaissez depuis des années, mais chaque fois que vous la voyez, elle se plaint. C'est pas à vous à servir d'éponge, c'est pas à vous à servir de thérapeute. Si la personne a besoin d'exprimer ses émotions, son ras-le-bol de la vie, que sais-je, il y a des personnes spécialisées là-dedans. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut éliminer tous vos amis qui ont des problèmes, évidemment. Ça va dépendre de votre niveau d'énergie. Un autre exemple, c'est les films qui seraient trop stressants. Si vous êtes en fatigue chronique, si vous êtes avec un manque de ressources et que vous êtes fatigué, regardez un film marrant, regardez un film fantastique, mais ne regardez pas un thriller, ne regardez pas un film d'horreur qui est rempli d'adrénaline et qui va venir vous stresser de manière supplémentaire. C'est pas le moment. C'est la même chose au niveau des nouvelles. Ça, c'est un stress plutôt éventuellement mental ou émotionnel, mais quelque part, on s'en fout de savoir si vous les mettez dans les bonnes cases. Le but, c'est de faire la liste. Aujourd'hui, il y a énormément de problèmes dans le monde. Si vous commencez à regarder, c'est ce qui se passait pendant la pandémie, hein, on voyait le nombre de morts tous les jours. C'était pas la meilleure solution pour pouvoir justement récupérer, se régénérer. Donc il y a des sources de stress que vous allez éliminer ou alors déléguer, c'est-à-dire que vous faites appel à une tierce personne.
Vous avez les stress positifs à automatiser. Alors, vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les cases, hein. Les stress positifs chimiques à automatiser, ce serait un peu compliqué à évaluer, mais si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à dormir et que ça devient un vrai problème, temporairement, vous pouvez prendre une molécule qui va vous aider à dormir, sachant que ce ne sera pas ad vitam aeternam, sachant que vous allez tôt ou tard arrêter de compenser avec cette molécule. Mais aujourd'hui, c'est peut-être un élément qu'il faut garder pour récupérer, avoir suffisamment d'énergie pour gérer les autres. Et peut-être que d'ici 6 mois, cette molécule chimique qui était automatisée, tous les soirs, vous prenez une demi-dose, eh bien, vous allez la mettre à négatif parce que ça met une surcharge au niveau du foie et vous allez l'éliminer. Les sources de stress qui vous mettent en joie, ce sont les petites sources, les petits plaisirs qui ne sont pas spécialement à faire tous les jours, mais qui vous permettent d'avoir une petite soupape. Hein. Donc là aussi, ce n'est pas spécialement tout à remplir dans toutes les cases, mais on avait le petit verre d'alcool de qualité ici. Au niveau physique, ce serait quoi? Je n'ai pas d'exemple comme ça, mais le stress qui vous met en joie émotionnelle, ce serait effectivement une sortie plus tard que d'habitude. Vous n'allez pas sortir jusqu'à 1h ou 2h du matin tous les soirs. Mais si vous avez vraiment envie de vous faire plaisir et que là, vous avez un peu de ressources et vous avez vraiment envie de voir du monde, ben, vous allez dormir un peu plus tard. Ce sera un stress émotionnel et un stress électromagnétique qui vous met en joie, mais qu'il ne faut pas répéter tous les jours et qui n'aura pas un effet hormétique. Parce que le stress hormétique, ce sera vraiment le stress qui, sur le moment, n'est pas spécialement agréable, il est intense. Si vous le maintenez trop longtemps, ça va être néfaste, mais si vous arrêtez suffisamment tôt, eh bien, ça va pouvoir vous permettre de passer une étape. Et là, évidemment, il faut être autant sur le stress qui vous met en joie que sur le stress hormétique. Il faut surtout pas avoir toutes les cases remplies. Dans celui qui vous met en joie, vous pouvez avoir un élément par case et le choisir selon vos envies. Mais sur le stress hormétique, je dirais que par mois, vous pourriez en choisir 2 ou 3, mais certainement pas plus. Hein. Si vous voulez vraiment confronter une émotion ou développer des qualités qui vont vous sortir de votre zone de confort, ben, c'est peut-être pas le moment de faire du HIIT et de faire du jeûne intermittent et de faire une séance chamanique et de faire du bain froid tous les jours. Parce que vous n'aurez pas les ressources pour justement gérer une émotion qui est enfouie. Parce que tout cela va s'additionner. Donc cette notion d'addition, je vous en ai parlé tout à l'heure avec la Covid que j'ai vécu la seule fois en janvier l'année passée. Donc après le réveillon du 31, à la maison on avait tous la Covid. Et eh bien, à ce moment-là, j'ai supprimé tous les autres stress hormétiques parce que mon corps avait besoin de récupérer. Ceci clôture ma conférence de ce soir, le webinaire que j'ai eu le plaisir de vous partager. J'espère qu'il vous a plu, que ce soit en live ou en replay. J'ai une dernière phrase à vous partager d'un auteur que j'ai découvert cette année-ci, qui est un anthropologue vraiment passionnant et qui a dit récemment, comme toutes les choses de valeur, cela demandera un travail cohérent. Donc, si vous voulez vous lancer dans cette quête du héros ou de l'héroïne cette année, il va falloir faire un travail au quotidien. Il faut 1 mois pour établir une nouvelle habitude, 3 mois pour établir un nouveau style de vie et 1 an pour développer une nouvelle culture, votre propre culture, qu'elle soit en lien avec votre famille, qu'elle soit en lien avec votre entreprise. Eh bien, il va falloir 1 an pour avoir vraiment quelque chose de neuf et de durable. Alors, pour vous y aider, plusieurs cadeaux. Je vais vous envoyer un lien avec le test de Holm que vous allez pouvoir utiliser pour votre propre pratique. Et donc, je vais vous envoyer ce document-ci et il suffira, puisque c'est un lien sur Canvas, il suffira de mettre vos coordonnées et votre site internet ici, de mettre votre logo en haut à droite et je vous propose de l'utiliser dans vos coachings pour justement
vous permettre de voir où en est votre coaché par rapport à sa charge de stress. Parce qu'évidemment, si la personne est au-delà de 150 points, il va falloir faire très attention dans les types d'entraînement et de pratiques que vous allez lui proposer. Je vais également vous envoyer ce document, l'évaluation des 7 sources de stress pour votre évaluation en vous. Je vous demande par contre de ne pas utiliser ce document au niveau professionnel, puisque ça reste un outil que j'ai développé et qui n'est pas encore partagé avec le grand public en dehors de mes consultations. Donc, vous pouvez évidemment l'utiliser pour vous-même, mais je vous demande de rester discret en termes de professionnel et de ne pas l'utiliser pour vos propres coaching. Là, je vous fais confiance. Et un dernier cadeau, si je peux vous aider cette année-ci au niveau du développement de votre activité de coach, eh bien, je vous propose 23% sur mes services de supervision durant tout le mois de janvier 2023. Et pour cela, eh bien, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un email ou un message sur Messenger en disant que vous avez envie de séances de supervision et je vous propose différents services à ce niveau-là pour vous aider à développer justement vos qualités de coach en 2023 et vous aider sur votre route de la quête du héros ou de l'héroïne. Un tout grand merci de votre attention, que vous soyez en live ou en replay. J'espère vous revoir d'ici décembre 2023 et donc sur les 12 prochains mois. J'espère qu'on aura l'occasion de travailler ensemble. Je vous souhaite en tout cas mes meilleurs vœux de succès et de santé, bien évidemment, pour toute cette année 2023.